Je vais juste... Hop. Bonjour à vous tous. Bonjour Émilie. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia. Est-ce que vous allez bien ce dimanche pluvieux, en tout cas dans le sud? Il pleut à torrent. Eh bien, moi, je viens du Nord, il pleut tout le temps. Donc, tu vois, chacun son tour. Ah, je t'ai pas entendu, Laetitia. Ah, pardon. Je disais, bah, ce n'est que justice un petit peu de temps en temps parce que moi, je viens du Nord et il pleut non-stop depuis 6 mois. Sérieux? Oh là là. Ah, ouais, vraiment, c'est vraiment, vraiment dur. Ah non, Mm. pas Et chez tu es nous. où dans le sud? Nous, c'est vraiment rare. Comment? Tu te trouves où dans le sud? À côté d'Avignon. Ah ouais, un petit peu devant par là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, non, non, on a eu beaucoup de vent, mais là, ouais, depuis hier soir, il pleut, mais c'est rare quand même dans le sud, là, en ce moment, la pluie, Ouais, bien sûr. malgré qu'on soit en hiver. En Picardie, pluie, 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 pluie. Oh là là. Bon, il y en a besoin de loin, mais dans le sud, c'est vrai que franchement, ça a été rare quand même hein, ces derniers temps. Est-ce que vous êtes prêts pour la masterclass? J'ai tout préparé. Je vous ai fait un truc aux petits oignons. Hein. Franchement, avec une belle étude de cas pour la fin. Eva, tu préfères nous voir ou tu préfères avoir des écrans noirs? Comme tu veux, Christelle. Vraiment, il y a pas de souci. C'est comme vous voulez. Juste quand je démarrerai la masterclass, je vais couper vos micros et vous pouvez les réactiver à la fin quand on fera les réponses aux questions. Beaucoup de pluie dans le sud de l'Hérault aussi. Au taquet, Corinne, super. Bonjour Linda. Est-ce que tu es la Linda de l'immersion à l'île sur la Sorgue que j'ai déjà croisée? Bonjour Anne-Laure, bonjour Flora, bonjour à tous. Alors juste avant qu'on commence, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence la masterclass? On va parler chronobiologie et neurotransmetteurs. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on vous en a déjà parlé dans vos études de naturopathie? Parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup vu et je trouvais que c'était intéressant de développer ça. Donc, Corinne, jamais entendu parler. Oh, super, ça va être cool. Beaucoup de pluie dans le Jura. Oui, c'est vrai que là, en ce moment. Bonjour Oksana. Alors, oui, déjà vu en cours, mais à développer, oui. En fait, c'est vrai que dans les études de naturopathie, on voit vraiment très brièvement, ou pas en détail, on voit un peu de chronobiologie en médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda, mais pas forcément. Alors que en 2017 ou 2018, il y a quand même trois scientifiques qui ont remporté le prix Nobel sur leurs recherches en chronobiologie. C'est pour dire que ça se développe quand même pas mal. Flora, non pas tellement abordé dans les cours, hâte d'en savoir plus. Bon, super. Oui, il y aura un replay. Vous l'aurez demain. Demain, vous aurez le lien pour le replay. Comme ça, vous aurez le lien vers le replay et également le côté, le PDF en fait, qui vous sera transmis si vous voulez l'imprimer ou j'en sais rien, faire des petits trucs avec. Je vais actionner les sous-titres pour les personnes qui ont besoin, même s'ils ne sont pas forcément très développés. Marilyn, pas vue dans mon école. Oksana, c'est très light dans les études à l'école. Gaspard Emily, vue mais pas approfondie. Je suis passionnée par les neurotransmetteurs. Oui, on en parle beaucoup à Synergie. Ah, super. Pas vu dans mon école, non pas abordé.
Alors, Cheryl, je suis étudiante en seconde année. Un cours sur la chrononutrition nous en a parlé. Ah mince, mais besoin d'approfondir. Ah ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'approfondisse pas plus que ça, tout ce qui est chronobiologie, etc. C'est vraiment très intéressant. Ok, on commence à être nombreux, c'est super. Émilie, très peu abordé dans ma formation, donc besoin d'approfondir. C'est un sujet hyper intéressant pourtant. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, il y a de nombreuses recherches là, ces dernières années. Enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. C'est absolument dingue. Bonjour Annie-Claude. Bonjour Nana. Super. Je vais du coup partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran là? Est-ce que c'est OK pour vous? Yes, c'est bon. Merci. Super. On va pouvoir attaquer. Alors, je vais vous mettre la présentation avec le petit diapo. Et on attaque de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Alors, comment utiliser les neurotransmetteurs, nous, en tant que naturopathes? Je vais commencer par me présenter et présenter un petit peu les objectifs de cette masterclass et après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, pour les personnes qui, au cas où, ne me connaissent pas, même si je pense que vous êtes nombreux à me connaître, donc je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2017 et depuis quelques mois, je suis formatrice. Donc, j'ai ouvert mon cabinet en 2017 dans la région du Vaucluse. Donc, j'ai ouvert 3 cabinets en 2017 à Vaison-la-Romaine, Bolène et Saint-Rémy-de-Provence. Et en 2020, j'ai lâché tous mes cabinets, donc pendant les confinements, parce que j'avais peur, voilà, quand il y a eu le confinement, j'ai eu peur d'avoir d'autres confinements, etc. Et j'avais vraiment ce désir depuis toujours de développer toute mon activité en digital, ce que j'ai fait donc à partir de 2021 où j'ai créé le programme Devenir naturopathe, où j'ai accompagné de plus de 1000 personnes depuis 2020, que ce soit lors de sommets, lors de masterclass, de programmes, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma mission de vous transmettre et de vous accompagner dans votre réussite professionnelle, dans votre conversion. C'est vraiment quelque chose dont je désire profondément. Alors du coup, bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on va apprendre à comment utiliser les neurotransmetteurs pour accompagner vos consultants, améliorer leur quotidien et perfectionner aussi l'efficacité de vos séances parce que je trouve qu'on ne pose pas assez de questions, en tout cas quand on fait des anamnèses sur ce sujet-là, sur voilà, comment on peut un petit peu évaluer leur degré de neurotransmetteurs, etc., etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre à boire, à manger et également des notes. Comme ça, on va passer l'heure, la prochaine heure ensemble. Le replay vous sera envoyé ce soir ou demain au plus tard. Et ce que je vous invite à faire, c'est de couper vos micros et on fera un petit moment de réponse à vos questions à la fin de la masterclass sur tout le sujet, même divers et variés. Je serai donc présente pour répondre à toutes vos questions. Alors, au programme, vraiment, cette masterclass va être divisée en 3 parties. Donc, d'abord, on va étudier le rythme circadien. En deuxième lieu, on va étudier les neurotransmetteurs et les solutions. Donc, comment équilibrer les neurotransmetteurs au quotidien. Et on va faire un focus vraiment sur 4 neurotransmetteurs qui, pour moi, sont les principaux à connaître, qui est la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Et en dernière partie, on fera une étude de cas avec également des autotests que vous pourrez proposer à vos consultants pour un petit peu évaluer leur degré de neurotransmetteurs chez eux et voir un petit peu quels neurotransmetteurs défaillent en fait chez eux. Alors, le rythme circadien, est-ce que vous connaissez la chronobiologie? Ça, c'est vraiment the question que j'ai envie de vous poser parce que voilà, on le voit très peu en école de naturopathie. Pourtant, c'est vraiment, mais vraiment hyper important. Est-ce que vous connaissez un petit peu la chronobiologie?
Alors, un petit peu. Alors là, on va du coup un petit peu tout étudier à ce niveau-là. Alors, la chronobiologie, elle correspond à l'étude des rythmes biologiques de l'organisme. Donc, chronobiologie au rythme circadien, c'est pareil, c'est exactement le même terme. Toutes nos fonctions de l'organisme sont soumises au rythme circadien. Donc, c'est-à-dire que on est rythmé dans un cycle environ de 23h30 à 24h30, selon les personnes, selon les organismes, etc. Mais toutes nos fonctions, que ce soit notre humeur, notre fonctionnement du système cardiovasculaire, notre système immunitaire, notre métabolisme, tout est réglé selon cette horloge interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mammifères vivants ont cette horloge interne. Alors, selon les animaux, selon les êtres vivants, ils ont des horloges internes différentes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les humains. Donc, nous, les humains, on est vraiment calculés dans un rythme entre 23h30 et 24h30 selon les organismes, selon chaque personne, et la moyenne est de 24h10. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme je vous le disais, il y a 3 généticiens en 2017 qui ont eu un prix Nobel sur leurs études de chronobiologie et du rythme circadien. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par la médecine allopathique, que ce soit lorsque vous allez faire des tests de sommeil, des tests d'effort, des choses de ce type-là. On commence petit à petit à comprendre comment cette chronobiologie fonctionne et c'est très récent en fait au niveau des études scientifiques et c'est quelque chose d'hyper important, surtout que moi je trouve, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai pu observer en cabinet, c'est ce que j'ai pu observer auprès de mes consultants, c'est qu'aujourd'hui notre société fait qu'on a une tendance à se dérégler au niveau de notre chronobiologie. On a vraiment une tendance à être complètement désaxé, désynchronisé, parce que notre mode de vie, on a un rythme qui est trop soutenu, on a trop de stress, on est beaucoup trop en intérieur, on ne fait plus d'exercice physique, on est beaucoup trop sédentaire, on est beaucoup trop à des lumières artificielles. Donc voilà, il y a tout ça qui fait qu'on se dérègle assez facilement aujourd'hui, comparé à avant, peut-être voilà, dans les années 80-90, où le rythme de vie était quand même assez différent. Concrètement, comment fonctionne notre horloge interne? Notre horloge interne est contrôlée au cœur de notre cerveau, donc au niveau de l'hypothalamus. Donc, ces 2 noyaux suprachiasmatiques, je ne sais pas dire le terme, mais c'est pour vous dire à quel point c'est hyper pointu parce qu'on a plus de 10 000 neurones qui équilibrent notre horloge interne. Donc, on a une activité électrique au niveau de notre cerveau qui oscille sur environ 24 heures. Donc, comment ça se passe à peu près 24 heures dans le cerveau d'un humain? C'est pour vous dire, en fait, donc là, c'est un tour de 6 heures du matin, on va avoir un taux de cortisol qui va s'élever dans le sang. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'on se réveille naturellement. Vers 7h30 du matin, on a un arrêt de la sécrétion de la mélatonine. Mélatonine, c'est un neurotransmetteur qu'on connaît de plus en plus et qu'on commence à comprendre comment il fonctionne, qui est le neurotransmetteur qui va arrêter le sommeil, donc qui est vraiment le neurotransmetteur du sommeil. Généralement, vers 8h30, vu qu'on a la mélatonine qui baisse, le taux de cortisol qui augmente, on va avoir l'intestin qui va se réveiller. Donc, si l'intestin se réveille, le péristatisme se réveille, on a un péristaltisme qui commence à bouger de plus en plus. Donc, on a des selles probables qui peuvent arriver. On va avoir vers 9h du matin un taux de testostérone plus haut. Vers 10h du matin, on va être à un état d'éveil maximum. Donc, c'est généralement le moment de la journée où on est le plus proactif, productif, où on est bien, on se sent bien dans son corps, etc. À midi, on va commencer à avoir des neurotransmetteurs qui vont se mettre en action, notamment l'acétylcholine, etc., qui vont commencer à faire des sensations de faim, etc., etc. L'après-midi,
hop, on commence petit à petit à baisser au niveau de neurotransmetteurs, de cortisol. On va avoir des pics de dopamine, d'hormones du bonheur. On commence à avoir moins d'efficacité qui peuvent se faire, etc. Jusqu'au soir où on a la luminosité qui baisse, on commence à avoir le coucher de soleil, etc., où on va avoir la mélatonine qui va être réveillée jusqu'à 22h30, l'interruption des mouvements de l'intestin, la digestion qui va se produire dans la nuit. Donc, d'où le fait de consommer, de manger assez tôt dans la journée, vers 19h, c'est l'idéal parce que quand on mange trop tard, en fait, vu que vers 22h30, il y a le mouvement de l'intestin qui s'arrête, ce qui peut créer une mauvaise digestion et ce qui, du coup, peut créer un mauvais sommeil parce que si l'estomac, en fait, est plein, il va se retrouver plein toute la nuit et ça va être compliqué. Vers 2h du matin, on a le sommeil plus profond, etc. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que toute notre journée, au final, elle est rythmée. Concrètement, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de troubles du rythme circadien. Comme je vous le disais, on a un mode de vie qui fait qu'on est trop stressé, trop en intérieur, trop sédentaire, on ne bouge pas assez, on n'est plus assez exposé au niveau du soleil, ce qui fait qu'on se retrouve avec des troubles du rythme. On a notamment aujourd'hui 3 troubles du rythme inscrits et de façon assez fréquente. Vous le verrez très fréquemment en cabinet. Et c'est important, je trouve, de les reconnaître, et de savoir en fait leur fonction. Donc, on a l'avance de phase. Donc, les individus s'endorment très tôt le soir, par exemple vers 20h, 21h, ce qui est un petit peu tôt, et se réveillent très tôt le matin, par exemple vers 4h du matin. Généralement, ça, c'est un trouble qu'on observe régulièrement chez les personnes âgées. Mais c'est assez observable à tout âge. Chez les personnes aussi qui travaillent en 3-8, c'est un trouble qui peut se révéler. On a également, voilà, chez les personnes qui travaillent beaucoup, les infirmières qui ont très souvent des rythmes où parfois 2 soirs dans la semaine, elles vont travailler de nuit, puis 2 jours dans la semaine, 2 jours. On a très fréquemment ces troubles de rythme. On a le retard de phase. Ce sont des personnes qui vont généralement... je me suis trompée dans la description. Le retard de phase, c'est les personnes qui s'endorment très tard le soir. Généralement, vers 23h, minuit, 1h du matin, c'est vraiment ce moment-là où elles ont le moment du sommeil et se réveillent plus tard. Ça, c'est un trouble qu'on observe généralement chez les plus jeunes, pardon. Chez les personnes décalées, chez les étudiants, ça, c'est le retard de phase est aussi dû généralement à un taux de cortisol trop élevé dans le sang. Donc, le matin, ils ont un taux de cortisol trop élevé, ce qui fait que la mélatonine le soir va se sécréter beaucoup plus tardivement. Et donc, du coup, on a vraiment un rythme qui s'est désynchronisé. Et on a le libre cours, donc qui est un phénomène qui est fréquemment observé chez les personnes aveugles. Comme il y a l'absence d'un œil fonctionnel, l'horloge centrale est complètement désynchronisée, ce qui fait que leur horloge interne est complètement détraquée et concrètement, comme ils n'ont pas le rythme jour-nuit, ben, ils n'arrivent pas à se synchroniser et ils peuvent dormir un petit peu n'importe quand, en fait. Et ils n'ont pas vraiment de rythme. Et il y a un cycle, en fait, qui se met chez eux où ils arrivent, en fait, à se synchroniser tous les 48 jours. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des nuits optimales tous les 48 jours. Donc, c'est pour dire que quand vous avez voilà, des personnes qui peuvent avoir des phénomènes de vue importants, même comme la cataracte, qui est vraiment un voile qui vient au-dessus de l'œil, qui cause des troubles en fait de la vision, on peut avoir des troubles de l'horloge interne. Les conséquences, ça c'est vraiment, les études scientifiques ont montré énormément de conséquences à ces troubles du rythme, notamment les femmes non ménopausées qui travaillent au moins 3 heures entre minuit et 5 heures du matin ont un risque de cancer du sein augmenté de 26%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est
énorme en fait, je trouve, à quel point voilà, le risque de cancer est augmenté. On a des troubles du sommeil, des troubles métaboliques, des troubles de dépression, anxiété, des troubles de l'humeur, associés à la maladie de Parkinson, associés à la maladie d'Alzheimer, des altérations de la fonction cognitive et bien d'autres conséquences. Ça, c'est vraiment les rythmes qui ont été mis en lumière via ces dernières études scientifiques, notamment de ces 3 généticiens qui ont montré en fait que avoir une horloge interne désaxée, ça cause beaucoup de conséquences. Là, très récemment aussi, il y a une étude scientifique sur l'obésité qui a mis en lumière que l'obésité pouvait être une problématique du rythme circadien parce que du coup, les neurotransmetteurs ne se sécrétaient pas de façon harmonieuse en journée, ce qui faisait que ça pouvait aller vers un trouble métabolique et notamment de l'obésité. Donc, concrètement, comment faire pour rythmer cette horloge circadienne? On a dans notre corps 12 neurotransmetteurs ultra importants qui vont se sécréter donc dans toute cette journée qu'on a vue de façon rythmée à des horaires bien précises et à des moments bien précis de la journée. Comment faire pour les réguler? Comment faire pour aller vers un rythme de vie et une horloge circadienne construite et bien cadrée? Il y a l'importance de la régularité des horaires des repas. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, c'est la chrononutrition. Comme on l'a vu qu'on a des neurotransmetteurs qui se libèrent dans la journée, l'idéal, du coup, c'est de rythmer ces repas pour que ce soit, en fait, la prise alimentaire puisse avoir un impact direct sur nos neurotransmetteurs, notamment le matin. Ça, c'est l'une, je pense, des révélations que j'ai vues, moi, en cabinet, en consultation, quand j'ai recommencé à étudier tout ce qui était chronologie. Ces dernières années, on a vu un gros boom sur le jeûne intermittent. Énormément de naturopathes ont commencé à conseiller le jeûne intermittent, sauter votre petit déjeuner, c'est faux, c'est pas le repas le plus important de la journée, etc. Sauf que très peu d'organismes sont adaptables au jeûne intermittent. Pourquoi? Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est dans un mode de vie ultra stressant. On a beaucoup de mal à se réguler, on est très sédentaire, on est beaucoup à l'intérieur en journée, etc., etc. Ce qui fait que le matin, on a un taux de cortisol qui est de plus en plus élevé. Ça, il y a énormément d'études scientifiques qui ont prouvé, qui ont montré qu'on est une génération qui a pas mal de taux de cortisol élevé. Le fait de prendre une prise alimentaire le matin, vous allez baisser ce taux de cortisol. Et c'est hyper impactant sur une journée complète. Parce que si le taux de cortisol est bas, du coup, vous allez sécréter beaucoup plus de dopamine l'après-midi, beaucoup plus de mélatonine, vous allez mieux dormir. Vu que vous baissez aussi votre taux de cortisol, vous allez être moins stressé. Et c'est un très grand marqueur au quotidien. Généralement, les personnes qui ont un taux de cortisol élevé le matin ont du mal à prendre un petit déjeuner, vont avoir des nausées, vont être dégoûtées des aliments. C'est vraiment ce type de cas de personnes, quand on le repère en cabinet, voilà, ils ont du mal. Le matin, ils se disent, oh là là, non, moi, je bois juste un café. Alors ça, c'est le pire aussi. Boire un café le matin à jeun, ben, vu que votre taux de cortisol est élevé, vous allez le maintenir de façon élevée, vu que le café augmente le taux de cortisol. Et en plus de ça, vous allez le maintenir élevé longtemps. Donc, pareil, le matin, l'un des premiers conseils à donner, petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée et c'est ce que disaient nos grands-parents, c'est vraiment le repas le plus important de la journée. On peut voir même au niveau démographique dans le monde qu'on est les Européens, notamment les Français, on est vraiment les mauvais élèves à ce niveau-là, comparé à plein d'ethnies ou dans le monde entier, les Américains, les Anglais, quand on va en Afrique, etc., le matin, ils ont un repas complet. Ils ont un repas salé, ils ont des féculents, des protéines, des bons gras, et c'est un repas ultra important dans le quotidien.
Même les Américains, ils vont avoir un petit déjeuner très complet et le déjeuner goûter va être plutôt un snack pris sur le pouce, peut-être moins complet, moins protéiné que le quotidien. Mais le matin, le plus important, ça va être protéines, glucides, lipides de bonne qualité. Et un indicateur aussi qui peut faire baisser le taux de cortisol, c'est la vitamine C. D'où le fait que pendant des années, on a recommandé le jus d'orange le matin parce que riche en vitamine C et du coup, ça fait baisser le taux de cortisol. Donc moi, chez les personnes, voilà, très stressées, c'est le premier truc que j'implémente. Le déjeuner, donc ça après, voilà, c'est adapté aussi selon la personne. Est-ce que c'est une personne sédentaire? Est-ce qu'elle a des problèmes hormonaux? Est-ce que c'est une personne sportive, etc. Le goûter aussi, c'est très important. Le fait d'ajouter un petit peu de bons lipides, ça va permettre de bien relancer la machine généralement, c'est le moment où on est un peu fatigué, on a un coup de mou, on a du mal à se concentrer parce que c'est le moment aussi où le corps va sécréter des neurotransmetteurs, dopamine, mélatonine, il va commencer à aller vers un rythme de repos. Et le fait de consommer, par exemple, des amandes, des noix, du cottage cheese, des choses de ce type-là, on va aller vers une sécrétion bonne de dopamine, d'hormones du bonheur, pardon, pour pouvoir le soir sécréter de la mélatonine. Le dîner, il doit être pris tôt. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi de primordial que je fais très attention quand j'ai des suivis en naturopathie. Avoir le dîner entre 19 et 20 heures, c'est vraiment l'idéal. Comme on a vu à 22h30, la digestion, elle s'arrête. Si on a des prises alimentaires au-delà de 20 heures, c'est un risque de mauvaise digestion. En plus de ça, si les aliments stagnent dans l'estomac, il va y avoir fermentation. Donc, s'il y a fermentation, ça veut dire que derrière l'intestin, il va avoir beaucoup de mal à digérer ce qui a été fermenté. Donc, le foie va aussi mettre beaucoup plus de temps et c'est là qu'on trouve des personnes qui ont des dysbioses intestinales, des SIBO, etc., etc. Là, ça permet vraiment de comprendre que notre société aujourd'hui, elle a beaucoup de mal avec ça. Parce que, voilà, on est dans un culte de la performance. J'ai envie de vous dire, 80% des gens se lèvent le matin, boivent un café, partent au boulot. Le soir, on rentre tard chez soi, on mange tard, on mange en conséquence parce qu'on n'a pas souvent eu le temps de manger. On a très peu de pauses pour manger. Enfin, très peu de monde ont des pauses de 2 heures le midi pour manger. Parfois, c'est 30 minutes par-ci, par-là, s'il y a des pauses même. Donc, on comprend en fait que notre rythme de la société aujourd'hui fait qu'on a une tendance à se désynchroniser au niveau de notre horloge biologique. On est vraiment axé vers une désynchronisation. L'importance de la photothérapie. Ouh, pardon. J'ai eu, hop, la photothérapie. Donc, anciennement appelée luminothérapie, ça a été maintenant appelé photothérapie par ces 3 généticiens là, qui en 2017 ont eu le prix Nobel. Ça, c'est vraiment mon axe de travail en consultation. Et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent en école de naturopathie, en cabinet. Je vois très très peu de naturopathes qui le conseillent au quotidien, la luminothérapie. Voilà, on va conseiller, oui, aller en forêt, aller marcher en forêt, aller faire du yoga, aller faire de l'exercice physique. Mais sauf que la grosse problématique, c'est que 90% des gens ont un travail sédentaire et à l'intérieur exposés à des écrans bleus, exposés à des lumières LED, voilà, des lumières complètement, comment on dit, synthétiques, et n'ont plus du tout accès à de la bonne luminothérapie du soleil. On ne s'expose plus au soleil. Déjà, ces dernières années, on a eu énormément de prévention de la part de l'État. Ne vous exposez plus au soleil, risque de cancer de la peau, surtout ne le faites plus, protégez-vous, mettez des casquettes, habillez-vous, etc., etc. Donc du coup, les gens ont cette peur d'aller s'exposer au soleil, du coup ne le font plus, alors que la luminothérapie, c'est le plus puissant des synchronisateurs du rythme circadien. Comme on l'a vu, on le voit, les personnes aveugles, vu que l'œil, le nerf optique ne marche pas, il ne peut pas faire cette lésion entre soleil
nerf optique, hypothalamus, qui contient notre rythme circadien, notre horloge interne. Aujourd'hui, s'exposer au soleil, c'est vraiment la base de la base. Comme je vous le disais, notre rythme quotidien, notre société d'aujourd'hui, vu qu'on est tous à l'intérieur, devant des écrans, même n'importe quelle personne en fait qui peut avoir le boulot le plus sain du monde. Moi, en tant que naturopathe, je suis toute la journée devant un écran. Je suis toute la journée devant la lumière bleue. Même si j'ai, on va dire, un métier dit sain, un métier qui normalement devrait me permettre d'avoir la vie la plus physiologique possible, ben, je suis quand même toute la journée enfermée dans un bureau. Et ça, c'est problématique. Donc, du coup, dites à vos consultants, dès qu'il y a le moindre rayon du soleil, au soleil. Même si vous êtes à l'intérieur, que vous êtes juste derrière une fenêtre, que vous habitez en appartement, que vous n'avez pas forcément un balcon, ouvrez les fenêtres, mettez-vous le matin au soleil. Prenez le moindre rayon qui peut passer à travers au soleil. Dernièrement, même, on a beaucoup d'open space qui fait que ce sont des grandes salles qui sont vitrées, mais on n'a pas beaucoup de soleil à l'intérieur. Ou même dans les open space, on va avoir des films sur les fenêtres qui fait qu'il n'y a plus d'UV qui passe. Même les personnes qui travaillent en boutique ou quoi, ben, elles restent dans la boutique, elles ne prennent plus le soleil. Ça, c'est hyper, hyper important d'aller vers ça. Et on va voir des conseils avec des appareils de luminothérapie qui ne coûtent pas très cher à conseiller à vos consultants et à mettre en place dans votre quotidien, avec notamment des appareils de lumière rouge ou de lumière blanche qui peuvent avoir deux fonctions différentes, qui peut être intéressante pour notre horloge interne composée dans notre hypophyse. Ça, la lumière rouge ou la lumière blanche, concrètement, vous allez dans n'importe quel magasin, par exemple Nature et Découverte, vous allez dans des magasins de type jardinerie, etc. Vous pouvez trouver des appareils de lumière rouge ou de lumière blanche. À lumière rouge, on peut compter entre 15 et 30 balles. Lumière blanche, on peut compter à peu près 50 balles. C'est hyper, hyper accessible, mais c'est vraiment un conseil qui peut changer la vie de vos consultants et qui a un impact au niveau de notre corps qui est incroyable. Donc, comme je vous le disais, le soleil passe par le nerf optique qui va être donc détecté par l'œil et va être transmis à notre noyau d'horloge interne composé dans notre hypophyse et c'est ça qui va réguler notre rythme circadien avec un taux de cortisol élevé le matin, un taux de cortisol de mélatonine le soir, ce qui va permettre de bien dormir et d'avoir cette cascade de neurotransmetteurs dans notre journée de façon équilibrée. La lumière rouge, on peut l'utiliser soit le matin, soit le soir. Ce qui est intéressant, c'est que si on l'utilise le soir, ça recrée vraiment le crépuscule du coucher de soleil. Et donc, du coup, on a un taux de mélatonine qui peut être élevé. L'un des premiers conseils que je donne à mes consultants, c'est le soir, à partir du moment où là en ce moment, c'est entre 18 et 19h30, on va dire. À partir du moment où le soleil se couche, chez vous, toutes les lumières doivent être adaptées. On va plutôt éclairer des petites lumières rouges. Vous pouvez acheter des ampoules LED rouges à mettre dans des petites lampes, la lampe à côté de votre lit, une lampe dans votre salon, quoi, et on allume plus que ces lumières. On évite d'éclairer les plafonnés qui ont des lumières LED très blanches. On évite d'allumer les écrans, les téléphones, etc. C'est hyper, hyper important pour votre horloge interne. Vous pouvez même avoir aujourd'hui des lunettes de soleil, en fait, enfin des lunettes de vue qui ont carrément en fait un filtre rouge sur le verre. Donc ça fait des lunettes rouges et ça permet vraiment à votre horloge interne de comprendre que c'est le soir et donc d'avoir une bonne sécrétion de mélatonine. Ça a un effet biochimique sur les cellules, ce qui va augmenter la production d'ATP et donc du coup améliorer le renouvellement cellulaire. Aujourd'hui, on se bat contre les radicaux libres. On essaye de trouver le maximum d'antioxydants. Pour vous rappeler, le fait de vieillir,
on sécrète de plus en plus de radicaux libres. Les radicaux libres, ça va être le renouvellement cellulaire qui va moins bien se faire. Donc, vu qu'on sécrète de plus en plus de radicaux libres parce qu'on est stressé, parce qu'on a une alimentation qui est peut-être pas la mieux organisée, parce qu'on est Eva, le son est saccadé beaucoup là. en intérieur, parce qu'on est exposé à beaucoup de pesticides, de produits polluants, de pétrochimie, etc. Contre ça. Ah, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Non, le son, il est saccadé là. Alors, euh, hum, 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 hum. Pourtant, je capte bien. Est-ce que c'est revenu? Je reconnecte mon micro, peut-être. Ça a l'air bien là. Ça a l'air d'aller mieux. Super. Merci, Corinne. Donc, c'est mieux. Ok, super. Donc, du coup, je disais, au plus, il faut s'exposer aux UV. Donc, c'est sûr que derrière une fenêtre, par exemple, derrière une baie vitrée, derrière des vitres, on va un petit peu moins capter d'UV parce que la vitre fait filtre, en fait, tout simplement. L'idéal, c'est vraiment d'aller au soleil. Mais bon, ça, après, on peut faire comme on veut. Je vais essayer de mettre mes AirPods. Peut-être que ça ira mieux. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Parce que du coup, j'ai changé le micro. Le son est moins bon, mais bon. Ouais, le son est pas top. Moi, je pense que c'était un problème de connexion, parce que c'était assuré comme quand la connexion est au compte-gouttes, tu vois. Voilà, c'était passager, c'était la connexion. Bon, super. Donc, ampoule d'infrarouge, ce qu'on peut faire, donc vous avez voilà, des appareils, vous la branchez, vous vous mettez à peu près à 30 centimètres, même 1 mètre, sans souci, vous fermez bien les yeux parce que il n'y a pas la nécessité de regarder avec la lumière comme ça, vous allez vous abîmer les yeux, même ne serait-ce que ça passe à travers les paupières et ça vient bien en fait éclairer le nerf optique et donc du coup derrière l'hypophyse. Eva, on a plus ton partage d'écran. On a plus mon partage d'écran. Alors, t'es jolie aujourd'hui, on te voit en gros plan, mais on n'a plus ton partage d'écran. C'est ce que j'allais dire, ton maquillage, il est T'as vu, canon, Eva. t'as vu, je me suis maquillée. Oh, Mais je me de ouf. reconnais pas, c'est le problème. Quand je me maquille, je me reconnais pas. Hop, ok, c'est bon. Pourquoi le truc s'était coupé, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ah, Discord, chut. Donc, lumière rouge le matin ou le soir. Lumière blanche, on le fait plutôt le matin au réveil. Parce que ça va recréer Excuse-moi, le Eva, spectre du soleil. Excuse-moi, Eva, tu devrais enlever tes AirPods parce que on t'entendait mieux avant. Ok. On va y arriver. C'est des joies du direct. Hop. Donc là, c'est mieux Ah là, c'est au top. niveau du son. Oui, tout à fait, c'est nettement C'est mieux. parfait. Du coup, lumière blanche, on le fait le matin au réveil. Aujourd'hui, vous avez même des réveils qui vous réveillent à la lumière blanche. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous pouvez avoir ça,
quand on se réveille le matin, ça devrait être la première chose qu'on voit. Une forte lumière blanche qui recrée le spectre du soleil. Lampe de luminothérapie, c'est l'idéal. Il faut un minimum de 10 000 lux. L'idéal, 30 minutes à 1 heure le matin, où vous pouvez alterner, donc 30 minutes le matin de luminothérapie blanche, 30 minutes le soir de luminothérapie rouge. Ça, c'est l'idéal. Et sincèrement, dans votre quotidien, même si vous êtes sédentaire, même si vous travaillez beaucoup sur les écrans bleus, même si vous ne pouvez pas optimiser votre quotidien, votre alimentation, même si, etc., c'est quelque chose qui est ultra important et vous allez voir que ça change toute votre vie. Pourquoi les Français, pourquoi les personnes qui vivent en Occident utilisent beaucoup plus d'antidépresseurs que dans d'autres pays tropicaux? Parce qu'on est moins exposé à la lumière du jour. Et c'est quelque chose qui change énormément notre quotidien. Allez, on passe sur les neurotransmetteurs. Est-ce que vous connaissez les neurotransmetteurs? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous les avez étudiés? Qu'est-ce que vous savez en fait des neurotransmetteurs? Moi, je viens de lire le livre que tu avais conseillé, Un cerveau à 100%. Donc là, je commence à avoir deux, trois bases quand même. Ah, c'est pas mal ça. Mais tu vas voir, on va en parler. Alors, des hormones qui influent sur notre système. Oui, cours dans ma formation sur le système nerveux. Juste les notions de base. Super. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques, pardon. Ce sont des molécules que notre système nerveux utilise pour transmettre des messages. À ce jour, j'ai envie de dire à ce jour, on en a identifié 12. Mais je pense que tout ce qui peut être biologiste, etc., on n'est pas au bout de nos peines. Je pense qu'on peut encore en trouver. Donc voilà. Les neurotransmetteurs, ils gagnent à être connus parce que sans eux, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de rythme circadien, on n'a pas, on ne serait pas en fait transcendé de 1000 choses. L'un des plus gros décharges de neurotransmetteurs dans notre vie, c'est au moment de notre naissance avec l'ocytocine. Je sais qu'il y a des mamans dans le groupe. Je pense que le jour de la naissance de vos enfants, vous pouvez témoigner à quel point ça a été puissant. Ben ça, en fait, c'est quelque chose qui se passe quotidiennement dans notre journée, en fait, qui permet de rythmer notre horloge biologique et qui permet qu'on soit vivant, en fait, tout simplement. Les neurotransmetteurs, s'ils sont bien équilibrés, on se sent bien dans sa peau, on n'est pas déprimé, on se sent bien dans son corps. Tout notre système nerveux est équilibré. On a faim quand on doit avoir faim, on a soif quand on doit avoir soif, on est équilibré, on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, on a confiance en soi, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, on va étudier 4 neurotransmetteurs qu'on étudie dans le livre 100% cerveau, que le docteur Baverman, qui est un des neurologues, je crois, les plus connus, en fait, qui a fait le plus d'études sur les neurotransmetteurs, a mis en lumière ces 4 neurotransmetteurs en disant que c'était les plus importants. Donc, on va les étudier avec notamment en commençant par la dopamine. Donc, la dopamine, on la connaît, c'est le neurotransmetteur généralement qu'on associe au bonheur, au fait de se sentir bien chez soi, etc. Aujourd'hui, la dopamine, on épuise nos stocks. On fait trop d'activités surstimulantes qui puisent nos stocks de dopamine. On peut le voir notamment avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une épidémie de scroll sur les réseaux. Chaque personne que je rencontre en cabinet, c'est l'une aussi des questions que je demande. Comment est votre hygiène vis-à-vis des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez l'habitude de vous poser et d'utiliser en fait les réseaux sociaux et de scroller? Je vous invite à regarder sur Netflix le documentaire Derrière nos écrans de fumée.
qui fait parler en fait plusieurs neurobiologistes, également plusieurs personnes qui travaillent dans les réseaux sociaux et en fait ils expriment comment ils ont utilisé l'algorithme des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, et à quel point en fait ils ont créé quelque chose de puissant qui est ultra addictif et qui aujourd'hui va concrètement puiser nos réserves de dopamine. On est surstimulé dans notre quotidien, que ce soit par donc, les réseaux sociaux, que ce soit par le porno, que ce soit à la télé, par les reportages, tout le marketing a très bien compris comment nous rendre addicts. Il y a cet exemple que je donne qui est hyper parlant, c'est, je pense que tout le monde l'a au moins vécu dans sa vie au moins une fois, quand vous allez au casino, quand vous jouez à un jeu, ça c'est vraiment la puissance de la dopamine. Quand vous êtes au casino, que vous appuyez sur votre petit bouton, que vous êtes à la roulette, etc., vous n'avez qu'une envie, c'est recommencer à appuyer sur le petit bouton parce que votre corps est en attente en fait de la récompense. C'est ce qui se passe quand on est sur nos réseaux sociaux. On scrolle sans fin parce qu'on attend de tomber sur une image, sur une publication, sur une vidéo qui va nous donner entière satisfaction. Pareil pour le porno. Les personnes, les jeunes aujourd'hui, j'ai envie de dire, se masturbent le cerveau avec le porno parce qu'ils sont toujours en attente d'un shot de dopamine. En épuisant nos stocks de dopamine au quotidien, on dérègle toute notre horloge circadienne et en fait, on a oublié de s'ennuyer. S'ennuyer, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour notre santé. Aujourd'hui, se retrouver à ne rien faire, c'est une angoisse pour beaucoup d'entre nous. Avant, il n'avait pas autant de système de récompense dans le quotidien. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de, voilà, pas de choses qui permettaient de faire des shots de dopamine et ils s'ennuyaient. Et ils étaient beaucoup plus heureux que ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment un marqueur hyper, hyper, hyper important à prendre en compte en consultation. Qu'est-ce que font les consultants, les clients chez vous, quand ils ne travaillent pas? Ils vont toujours faire des trucs qui leur donnent des shoots de dopamine. Regarder la télé, regarder les réseaux sociaux, faire des activités X ou Y, de jeux, etc. Ils ne s'ennuient plus. Il faut les reconnecter à des activités qui sont moins dopaminergiques et qui vont leur permettre de refaire leur horloge circadienne au quotidien et d'avoir un meilleur équilibre de neurotransmetteurs dans leur quotidien. Faire du puzzle, lire, dessiner, faire des loisirs créatifs, de la poterie, du massage, aller marcher en nature, faire des jeux de société. C'est beaucoup moins dopaminergique que les réseaux sociaux. Écrire. Il faut les reconnecter à des loisirs créatifs et en plus de ça, on peut avoir un double effet bénéfice, c'est qu'on les éloigne des écrans, on les éloigne des lumières LED, on les éloigne de tout ça. Ce qui est compliqué à faire, c'est que le cerveau a tellement cette habitude d'activités dopaminergiques, d'activités qui leur stimulent la dopamine, que quand on leur dit de reconnecter à des activités qui leur stimulent moins la dopamine, oh là là, ça me fait chier. J'ai pas envie de faire ça. Ou je vais le faire 3 jours et je vais plus le faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer à faire une bascule, à faire, le soir, on essaye de faire ne serait-ce que 5 minutes, par exemple, de dessin. Coloriage, art-thérapie ou d'autres choses, hein, d'un jeu de cartes avec son compagnon, d'un massage avec son compagnon, d'un automassage. Et petit à petit, ce temps, on va essayer de l'augmenter. Ce qui est très intéressant aussi, et ça c'est primordial, je le dis à tous mes consultants, si vous avez 95% des personnes qui me consultent ont un smartphone. Aujourd'hui, vous avez des applications pour contrôler le temps d'écran. Moi, c'est mon outil de travail, les réseaux sociaux.
Et aujourd'hui, j'ai un temps d'écran de maximum 1 heure et demie sur mon téléphone. Je ne m'autorise pas à aller plus que ça. Alors que je vais passer du temps à répondre à mes emails, à répondre à mes commentaires sur mes publications, etc., à faire des publications, etc. Je m'astreins à 1 heure et demie maximum. Ça, c'est hyper, hyper important. Je le dis à tous mes consultants. Installez une application ou si vous avez un iPhone, vous l'avez carrément dans les réglages, maximum 30 minutes de temps d'écran par jour. Si c'est votre outil de travail, on peut augmenter à 1 heure, 1 heure et demie. Mais on ne dépasse pas 1 heure et demie. Il y a énormément d'études scientifiques qui ont prouvé ces bienfaits-là. Je vais également questionner par rapport aux enfants, quand les personnes sont mères de famille, pères de famille, la dopamine, le récepteur de dopamine, c'est quelque chose qui commence à se travailler dans l'enfance. Au plus, quand on est enfant, on fait des activités dopaénergiques, au plus on risque d'être addict à la dopamine adulte. C'est pour ça que c'est important d'instaurer, par exemple, une activité physique et sportive dans l'enfance, parce que au plus un enfant va être éduqué à l'activité physique et sportive dans l'enfance, au plus il a de chances de faire une activité physique et sportive à l'âge adulte. Au plus on va aider un enfant à s'ennuyer, au plus, quand il sera adulte, en fait, il n'aura pas de récepteur dopaminergique élevé. Et donc, du coup, il va être plus équilibré. Ça, c'est quelque chose de hyper, hyper, hyper important parce que le système nerveux, il se construit dans l'enfance jusqu'à à peu près l'âge de 12 ans. Au niveau de ses récepteurs de neurotransmetteurs, aura un impact à son âge adulte. Quand vous avez un déficit de dopamine, vous avez de nombreux symptômes. Anémie, pulsion sucrée, grignotage, obésité, troubles de la thyroïde, maladie de Parkinson, sommeil excessif. Pourquoi notre génération dort beaucoup plus que les générations d'avant? Je ne sais pas si vous connaissez... Enfin, moi, je vois mes grands-parents, mes parents ne dorment pas autant que moi parce qu'ils ont des récepteurs de dopamine qui ne sont pas autant élevés que moi, qui a été une génération qui a été élevée aux réseaux sociaux, élevée au téléphone, au smartphone, etc., etc. Bien sûr, il faut un certain équilibre. Il faut 8 heures de sommeil. Mais dormir plus de 8 heures, ça trouble les récepteurs de la dopamine. On peut avoir beaucoup de colère, beaucoup de régressivité, de dépression, de somme d'humeur, d'hyperactivité, etc., etc. L'effet domino qui va se passer avec la dopamine, c'est qu'on va d'abord avoir du mal à se concentrer. On va avoir du mal à prendre des décisions. On devient de moins en moins performant. On a besoin de plus en plus de sommeil. On va être de plus en plus vaseux le matin. Du coup, on va consommer de plus en plus de café ou d'excitants. On va commencer à procrastiner. On va commencer à prendre du poids, à se replier sur soi. On a moins de compatibilité. On a besoin d'aller vers de plus en plus d'activités addictives, les réseaux sociaux, les casinos, tout ce qui peut être, on va commencer à délaisser l'activité du week-end, à délaisser l'activité du soir où on est avec son compagnon. On va être de plus en plus fatigué, nerveux. On va peut-être faire un pré-burnout, un burn-out. On commence à avoir des pathologies qui s'installent. On a un diabète de type 2, un trouble de l'anxiété généralisée, etc., etc. Au moins on a de dopamine, au plus on a de cortisol dans le sang. Concrètement, les solutions pour rééquilibrer notre dopamine dans notre corps. Consommer des aliments qui sont précurseurs de dopamine. Donc, les précurseurs de dopamine, c'est la phénylalanine et la tyrosine. La phénylalanine et la tyrosine sont en grande quantité dans tout ce qui est protéines. Poulet, canard, dinde, cottage cheese, germes de blé, ricotta, noix. La phénylalanine va se transformer dans le sang en tyrosine, la tyrosine va se transformer en dopa, et puis la dopa va se transformer en dopamine. On va éviter tout ce qui peut être excitant, café, sucre, farine blanche, etc., etc. On a également des compléments alimentaires qui peuvent aider à produire plus de dopamine dans le sang et donc du coup procurer de l'énergie. Dans l'idéal, on va essayer de les consommer au petit déjeuner sur un estomac plein. On a la rhodiole, on a la mucuna, la vitamine B6
et la yohimbine, qui est une plante qui est surtout conseillée lorsqu'il y a des problèmes de libido. Et problématique de libido, c'est aussi en lien avec la dopamine. Au niveau des règles de vie, on va aller vers des choses de relaxation. On va éviter d'aller vers des activités qui sont dopaminergiques. Comme je vous l'ai dit, réseaux sociaux, casinos, jeux, télé. On va plus vers des... On va s'ennuyer, en fait. Il est important de s'ennuyer. Moi, dernièrement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, par exemple, alors c'est bien, dans les faits, c'est bien. Quand je cuisine, j'écoute toujours un podcast. Parce que, voilà, je mets mon podcast en fond dans la pièce, je cuisine, je râpe mes légumes, etc. Super. Mais dernièrement, j'avais mon enceinte qui avait plus de batterie, donc du coup, voilà, j'avais pas envie, enfin, je pouvais pas écouter mon podcast en cuisinant, je m'ennuyais en cuisinant. Et je me disais, c'est fou, tu t'es pas rendu compte, en fait, que ta surstimulation te causait au quotidien cet ennui-là. Pareil, quand on est en voiture, moi, j'écoute toujours un podcast. Passer un moment en voiture en n'écoutant rien, c'est ennuyant pour moi. Je surstimule ma dopamine constamment. Il faut s'ennuyer, il faut accepter l'ennui. Deuxième neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, quand on a une production équilibrée, on est créatif, on ose, on est intuitif, on a des idées novatrices. L'acétylcholine, elle peut causer de nombreux symptômes quand elle est en déficit. Pulsion vers le gras, arthrose, ostéoporose, bouche sèche, tout ce qui est sec en fait, sclérose en plaques, parce que l'acétylcholine en fait, elle est un précurseur de la myéline au niveau nerveux, et la sclérose en plaques, c'est une problématique en fait de myéline. On a des psychoses, des trous de mémoire, on a des problèmes de l'attention, problèmes de créativité. L'effet domino de l'acétylcholine, donc on est sociable, on est plein d'entrain, on a envie de voir du monde, on est voilà, on passe du bon temps en extérieur et petit à petit, on va avoir du mal à supporter la hiérarchie, on va avoir du mal à aller vers l'extérieur, on va avoir du mal à sortir, on va se replier sur soi, on va avoir des problématiques articulaires, les muscles qui deviennent douloureux, des problèmes érectiles, on va se réveiller avant le réveil le matin. Et ça, c'est un effet domino. Les précurseurs d'acétylcholine, c'est la choline, tout ce qui est bonne graisse et tout ce qui permet du coup de composer, dans ce que je vous disais, la myéline. Donc, ce qu'on doit privilégier, le jaune d'œuf, la viande, tout ce qui est foie, le soja, les crucifères, le saumon, le beurre de cacahuète. À éviter les aliments trop gras, même s'ils sont riches en choline, comme les avocats, les œufs frits, la crème fraîche. On va vers un équilibre au quotidien. Les compléments qui peuvent vous aider à à relancer en fait votre acétylcholine, à prendre 30 minutes avant un repas, parce que ça augmente l'influx nerveux, manganèse, ginkgo biloba et tout ce qui peut être riche en eau permet de bien sécréter l'acétylcholine. On évite tout ce qui est l'exposition à l'aluminium et relaxation, méditation, etc. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur aussi à prendre en compte souvent chez les sportifs. Il est un petit peu trop titillé, il peut être un déficit. Le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur généralement qu'on va sécréter en fin de journée qui va nous permettre de nous sentir apaisés, de bien dormir, de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, d'avoir confiance en soi. C'est aussi un neurotransmetteur qui va éviter la procrastination. Généralement, quand on a un déficit en GABA, on a des alternances de constipation et de diarrhée, des douleurs chroniques, des sueurs nocturnes, des vertiges, un SPM, des palpitations, des mains froides, des maux de tête, une colopathie, état colérique, TDAH, troubles de l'humeur. Quand on a un déficit en GABA, on a du mal à se concentrer. C'est généralement tous les neurotransmetteurs sont reliés entre eux.
comme on l'a vu, on a une cascade dans notre journée. On va sécréter certains neurotransmetteurs à certains moments de la journée pour que notre vie soit équilibrée. Le GABA travaille aussi en fonction avec la dopamine. Si vous épuisez votre source de dopamine, vous avez aussi une chance de pas trop sécréter de GABA. Donc, vous pouvez avoir un petit déficit en GABA. Donc, vous allez procrastiner. C'est pour ça que vous avez du mal à mettre en place des conseils quotidiens. Très souvent, j'ai des naturopathes qui viennent vers moi et qui me disent, ma frustration, c'est que j'ai l'impression que les gens ne mettent pas en conseil. Ils ont la flemme de mettre en place mes conseils, ils n'arrivent pas à les tenir, ils n'ont pas de volonté. Neurotransmetteurs. C'est le rythme circadien qui va permettre de mettre en place des conseils, d'avoir cette volonté, cette discipline au quotidien. C'est pour ça que toutes les personnes TDAH ont, par exemple, du mal à avoir une discipline. Toutes les personnes dyslexiques, etc., ont du mal à avoir une discipline. Parce qu'ils ont, en fait, une génétique qui fait qu'ils ont du mal à avoir des neurotransmetteurs de façon innée. En fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la génétique, de l'inné. Ils vont avoir du mal à avoir ces neurotransmetteurs de façon équilibrée au quotidien. Donc, ils partent un petit peu avec, entre guillemets, comment dire, un handicap, entre guillemets, dans la vie. Mais nous, en naturopathie, on a justement ces béquilles qui peuvent les aider à retrouver un équilibre. Et moi, étant dyslexique avec un TDAH, sincèrement, je me dis merci d'avoir la naturopathie dans la vie parce que ça m'aide énormément au quotidien. Et dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui ne savait pas que j'étais naturopathe, on a beaucoup parlé, etc. Et à un moment donné, elle me dit oui, j'ai un TDAH et je le vis vraiment très mal parce que j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans que j'essaye d'aller mieux dans ma vie, de mettre en place des choses et j'y arrive pas. Et on a pu mettre en place dans sa vie beaucoup d'actions qui ont permis de resécréter des neurotransmetteurs au quotidien et qui fait que aujourd'hui, elle se sent mieux, quoi. Donc, l'effet domino du GABA. On commence à avoir des mal de tête, on commence à moins bien digérer, on commence à avoir un sommeil perturbé, on va avoir du mal à se concentrer, on va commencer à avoir des problèmes digestifs, des problèmes de défense immunitaire, des problèmes de vision, des vertiges, un SPM de plus en plus douloureux, des insomnies chroniques. On va aller vers des addictions de type anxiolytique, somnifères, marijuana, des choses qui vont nous calmer. Les précurseurs en GABA. Le GABA est construit à base de glutamine. Donc, on va aller vers des aliments de type amandes, avoine, riz, pommes de terre, foie de bœuf, lentilles, qui sont des récepteurs de glutamine et qui vont nous permettre de bien construire notre GABA derrière. Au niveau des compléments, donc prendre de la glutamine. En plus de ça, la glutamine, elle permet de réparer la paroi intestinale. Il y a l'inositol qui est hyper intéressant aussi parce qu'il est un des précurseurs en GABA. Vous avez la glycine, tout ce qui peut être mélatonine, valériane, passiflore. On va aller vers des loisirs créatifs. On va éviter l'exposition au plomb. On va marcher. Sérotonine, hormone du bonheur. On est tous en carence de sérotonine. Concrètement, on a tous un déficit en sérotonine. Pareil, quand vous avez... Juste, je vais vous inviter à bien couper vos micros parce que j'ai des petits sons parasites. Ah, pourquoi je ne peux pas descendre là? Hop. Clac, clac, clac. Hop, voilà. Et c'est pas forcément très agréable. Voilà. Alors, sérotonine. Pareil, au niveau des Français, on est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'on est pratiquement tous déficitaires en sérotonine, en hormone du bonheur. Et en fait, un antidépresseur a cette fonction de venir... Donc, c'est un inhibiteur et un recapturateur de la sérotonine. Donc, c'est-à-dire qu'il va venir recapturer dans le corps la sérotonine pour le mettre dans l'influx nerveux
et le métaboliser. Et donc, du coup, on se sent plus heureux, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie, mieux dans son corps. On a moins d'angoisse, on est plus apte à combattre dans la vie, on va moins pleurer, on va, etc., etc. On va être beaucoup plus calme. Notre hygiène de vie aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, vu qu'on dérègle notre rythme circadien, notre horloge circadienne, on n'arrive plus à sécréter autant de sérotonine, vu que aussi dans notre quotidien, on va aller vers des choses qui nous bouffent notre dopamine B, vu que c'est cette cascade hormonale au quotidien de neurotransmetteurs. Moins de dopamine, moins de sérotonine, on mange de plus en plus mal, on est de plus en plus frustré envers la vie, donc du coup, ben voilà, au quotidien, on va sécréter de moins en moins de sérotonine. Le déficit en sérotonine peut causer des allergies, un besoin de sel, des crises de bâillement. Ça, quand l'après-midi, vous savez, ces crises de bâillement, là où vous avez du mal, tout d'un coup, vous allez avoir un coup de fatigue et vous allez faire que bâiller, que bâiller, que bâiller. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent aussi chez les femmes enceintes. Comme on est enceinte, on a voilà, une fluctuation hormonale qui se fait et généralement, elles vont avoir des crises de bâillement parce que en fait, elles vont sécréter de façon anarchique la sérotonine. Mais c'est normal pendant une grossesse. C'est quelque chose. Je pense que s'il y a des femmes qui nous regardent, qui ont été enceintes, parfois elles peuvent se dire ah c'est vrai que très souvent au dernier trimestre ça se passe. Elles vont avoir des moments où elles se mettent à bâiller, bâiller et c'est incontrôlable. Ça, c'est quand on sécrète mal, enfin, qu'on sécrète de la sérotonine, mais que généralement, elle se recapture mal dans le corps. Éjaculation précoce, on a les mains moites, on a des règles abondantes, on a une absence de plaisir au quotidien, on a de plus en plus de mal à se motiver, à trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir. On trouve aussi beaucoup de problématiques de sérotonine. Moi, c'est vrai que c'est une déformation professionnelle, je crois, mais dernièrement, j'ai accompagné ma petite cousine de 16 ans en soirée parce qu'elle n'a pas le permis. Et donc, du coup, j'arrive en soirée. Donc, il y avait plusieurs copines à elle, etc. Et je m'arrête 5 minutes pour discuter avec elles, savoir si tout est OK, si elles ont besoin de quelque chose. Et c'est vrai que on discute. Et là, c'est en plein Parcoursup en ce moment. Et la grande question, c'était beaucoup été dans un truc de je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai pas de passion, j'ai pas voilà, compliqué de savoir qu'est-ce qu'elles voulaient faire comme métier, mais vraiment elles étaient déboussolées à ce niveau-là parce qu'elles étaient là en mode j'ai mis mes vœux dans Parcoursup, mais en fait je sais même pas si c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Sérotonine. Elles sont trop stimulées dans leur quotidien au niveau de la dopamine. Du coup, on a une génération de jeunes qui ne savent plus ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui n'ont plus de passion, qui n'ont plus de voilà, alors qu'avant, enfin moi, ma génération, même si j'ai que 30 ans, je veux dire, j'ai l'impression que c'était quelque chose de moins fréquent. En fait, moi, je me souviens au lycée, on savait tout, c'était très rare que déjà quelqu'un ne sache pas vraiment vers quoi aller. Et on avait toujours quand même des affinités où on se disait, ouais, mais moi je suis très scientifique, j'ai quand même envie de partir là-dedans. Ou alors, enfin voilà, on avait quand même un petit peu des directions. Et là, j'ai été choquée de me dire, mais moi, à son âge, j'avais pas l'impression qu'il y avait un tel décalage et cette telle non-envie et cette telle voilà, non-construction. Bon, après, ça m'appartient totalement et c'est peut-être que, voilà, un microcosme, j'ai envie de dire, dans le monde, mais je pense qu'il y a un gros souci de sérotonine. En plus de ça, moi, ce que j'ai observé ces 3-4 dernières années, parce que ma cousine, voilà, qui a 16 ans aujourd'hui, donc là, qui est en terminale, enfin, elle va avoir 17 ans, ces 4 dernières années, il y a eu le Covid. Donc, du coup, il y a eu un arrêt complet de tout ce qui était activité extrascolaire. Donc, tout ce qui peut être activité de créatif, etc. Il y a eu aussi, les jeunes ont été complètement coupés de leurs amis. Les parents avaient peur que voilà, les jeunes viennent chez eux, qu'ils se refilent le Covid, etc. Donc, elle a vécu une adolescence un petit peu particulière. Et là, j'ai l'impression qu'il y a les conséquences du Covid en plus de ça qui s'ajoutent à ça, où les jeunes, aujourd'hui, entre 16 et 19 ans, avec le Covid, avec la société d'aujourd'hui, avec la pression qu'il y a eu dernièrement, avec ce manque de sport, ce manque d'aller vers l'extérieur, gros déficit en sérotonine, gros déficit en dopamine,
Et j'ai été même choquée, on en a discuté après avec ma cousine, qu'il y ait énormément de jeunes sous antidépresseurs. Moi, je sais qu'à ma génération, par exemple, dans ma classe, on était zéro. À 17-18 ans, on était une classe de 30. Je me rappelle qu'il n'y avait personne sous antidépresseurs. Dans sa classe, il y a 4-5 jeunes sous antidépresseurs qui ont déjà fait des tentatives de suicide, qui ont déjà eu des gros épisodes dépressifs, etc., etc. Alors, est-ce que c'est sociétal parce qu'à l'époque, ben voilà, les réseaux sociaux, ils étaient juste en train de s'installer? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plus de harcèlement, il y a plus... Enfin, je sais pas, mais j'ai quand même ouais, un recul assez... Enfin, je sais pas, en tant que naturopathe, je me dis, là, il y a un problème au niveau des neurotransmetteurs. L'effet domino d'un déficit en sérotonine, on va commencer petit à petit à déprimer, on va commencer à manger de plus en plus, mais de plus en plus, ça ne nous apporte pas autant de satisfaction. On va avoir des insomnies avec de grandes difficultés à l'endormissement, on va avoir le vélo qui tourne dans la tête, des pensées incessantes, un début de burn-out, de l'acné, des phobies, des déprimes, des dépressions, des troubles suicidaires, des troubles des TCA. On va s'enfoncer vraiment dans quelque chose de déprimant quoi, au possible. Le précurseur en sérotonine, c'est le tryptophane. Donc, avocat, poulet, chocolat, cottage cheese, œufs, flocons d'avoine, dinde, germe de blé. On va éviter tout ce qui peut être sucre rapide. On a également un très gros lien entre sérotonine et histamine, notamment chez les personnes allergiques. Au plus les personnes développent au plus les personnes allergiques développent des symptômes, ça veut dire qu'au plus ils ont de l'histamine dans le sang et au plus ils ont d'histamine, au moins ils ont de sérotonine. Donc on va éviter tous les aliments riches en histamine pour rééquilibrer la sérotonine. On va éviter tout ce qui est conserve, charcuterie, choucroute. Il y a des légumes riches en histamine, donc ça je vous laisserai faire des recherches à ce niveau-là. Mais on a beaucoup de choses qui peuvent aider à sécréter moins d'histamine. Au niveau des compléments, 5-HTP, le magnésium, les vitamines du groupe B, les huiles de poisson, les oméga 3, on a en règle de vie, on va éviter tout ce qui peut être sécréteur de dopamine, on va aller vers le yoga, le chant, l'exercice physique, la méditation, tout ce qui va être introspection, l'ennui, s'ennuyer, ça va être sécréteur de sérotonine. Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que tout est OK? On peut passer à l'autotest et à l'étude de cas. Bon, ça va, je ne vous ai pas perdu. Virginie, elle me dit non, c'est bon. J'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'on fait tous les neurotransmetteurs? Mais je me suis dit, on va avoir les 4 plus importants, notamment pour moi, vraiment l'un des plus importants, c'est la dopamine. Merci Camille, bon après-midi. Tu pourras regarder le replay. Muriel, c'est clair que l'on commence maintenant à voir les effets collatéraux des années Covid. Oui, et moi encore, je veux dire, j'observe ça sur mes clients, sur mes consultants, etc. Mais j'ai pas encore trop de recul, par exemple, sur les jeunes, mais vraiment les très jeunes, les jeunes enfants entre 3 et 10 ans qui ont vécu le Covid ben, dans un moment de construction de personnalité hyper importante, parce qu'on le sait, une personnalité, un caractère se construit des 7 premières années de la vie, un système nerveux se construit entre la première année et la 12e année d'une vie. Je ne sais pas, enfin, comme j'ai pas trop de jeunes en fait autour de moi, je peux pas voir l'impact que ça a eu. Mais moi, en tout cas, là, dernièrement, sur ma jeune cousine de 16 ans, je me suis dit, mais waouh! Quant au questionnaire, la dopamine et la sérotonine sont tous les deux en carence. Lequel privilégier? De toute façon, j'ai envie de te dire que tu stimules la dopamine ou la sérotonine, tu vas avoir un bon effet l'un sur l'autre, mais je dirais la dopamine. Non, ça va, je vous ai pas perdu. Bon, ben ça va. Est-ce qu'on peut refaire un point sur un truc? C'est les carences en acétylcholine. Qu'est-ce que tu veux savoir, Émilie, sur l'acétylcholine?
L'acétylcholine, elle intervient dans le processus de sommeil-éveil, dans l'anxiété, dans la douleur, dans l'attention, dans la mémoire et dans le contrôle des mouvements. Quand on questionnaire le dopamine, ouais, bon, ça du coup je t'ai répondu, Jessica. Le nombre de dépressions et de TDAH sévères est affreux actuellement chez les petits enfants. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça commence à la crèche. Les effets que ça provoque quand il n'y en a pas assez. Donc acétylcholine. Voilà. Donc pulsion vers le gras, arthrose, ostéoporose, bouche sèche, glaucome, sclérose en plaques. Ça c'est vraiment hyper important à prendre quand vous avez quelqu'un en fait, même fibromyalgie, qui va avoir des douleurs très récurrentes, des douleurs chroniques, etc. Déficit en acétylcholine. Les sportifs qui ont de plus en plus... Alors, généralement, les sportifs, moi, dernièrement, j'ai eu un sportif de 40 ans, enfin, très grand sportif toute sa vie. Il a fait énormément de trail, de marathon, de... comment ça s'appelle? Les triathlons, je crois. Ironman, etc. Mais à 40 ans, ils ont généralement un déficit en acétylcholine parce que c'est un neurotransmetteur qui, avec le temps, on le sécrète de moins en moins. Et du coup, ben, les personnes à 40, 50 ans vont avoir vont moins bien se remettre de grosses séances, vont avoir arthrose, ostéoporose qui s'installe, etc., etc. On passe à l'autotest, si c'est bon pour vous. Alors, l'autotest, donc c'est tiré en fait donc, du docteur Baverman. De toute manière, le livre 100% cerveau, c'est vraiment un livre que je vous conseille vivement. Et ça, c'est un autotest maintenant que je passe à chaque consultant dans mon cabinet. Donc, il suffit en fait de remplir donc, des questions en mettant un score en fait à chaque, à chaque, à chaque question, ce qui va vous permettre en fait de mesurer votre taux de neurotransmetteurs dans le corps et de savoir quel neurotransmetteur est en déficit en fait chez vous. Donc, vous aurez de toute façon le petit diapo. Il y a juste un petit truc qu'il faut que je corrige, mais voilà, vous aurez le diapo fourni au moment du replay. Vous pourrez le récupérer. Et voilà, c'est les petites questions à remplir qui vous permettent en fait de savoir quel neurotransmetteur est en déficit et donc du coup d'agir donc au niveau de votre hygiène de vie et d'agir avec des compléments alimentaires adaptés par rapport aux neurotransmetteurs ciblés et donc du coup d'avoir un effet. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que quand on agit sur les neurotransmetteurs, il y a cet effet cascade qui se fait. Donc, même si vous agissez sur votre sérotonine, la dopamine, le GABA, etc., va mieux se mettre en compte. Vraiment, pour moi, le plus important à retenir de cette masterclass, c'est soleil, petit déjeuner le matin, avoir un rythme de vie équilibré, donc c'est-à-dire manger à des heures régulières, manger des protéines. Déjà, vous allez retrouver un rythme au niveau de votre horloge biologique par rapport aux neurotransmetteurs. Sincèrement, en déjà 3 semaines, vous allez voir une différence. Commencez par vous-même pour voir en fait l'effet que ça peut faire, même si vous avez une très bonne hygiène de vie, même si voilà, vous êtes naturopathe, vous essayez de bien vous équilibrer, etc. Prenez en compte ce que je vous ai dit sur vos récepteurs de dopamine, parce qu'on a tendance en fait, quand on est naturopathe, quand on commence à développer son activité, on se met sur les réseaux sociaux et on a une tendance à tomber vite dans un circuit de dopamine et du coup, voilà, ça peut être compliqué. Sabrina, que penses-tu des lunettes de luminothérapie type lunettes et lunettes Psio? Alors, je ne connais pas Psio, mais lunettes, je connais. En fait, les lunettes, elles sont hyper intéressantes, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il faut le faire le matin au réveil. Très souvent, les gens qui ont ces lunettes ne le font pas forcément le matin au réveil. Moi, ce que je conseille, c'est vous les avez sur votre table de nuit, le matin au réveil, clac, vous les mettez. Et ce qui est
hyper bien en fait avec ces luminettes, c'est que vous pouvez faire plein d'autres choses en fait à côté. Donc préparer votre petit déjeuner, préparer les enfants, etc. Donc du coup, ça permet un double bénéfice. Moi, j'aime bien. Les luminettes, en fait, elles ont cet effet lumière blanche, comme on a vu au début entre lumière rouge et lumière blanche. Du coup, on va voir étude de cas. Dans le cas d'une insomnie, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Allez, à vos claviers ou à vos micros, qu'est-ce que vous proposez dans le cas d'une insomnie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et voir euh, quel protocole on peut proposer? Dans tous les cas, vraiment, luminothérapie. Ça, moi maintenant, dans chaque consultation, c'est luminothérapie. Soit je dis à la personne d'acheter donc une ampoule infrarouge en jardinerie et de faire tous les soirs minimum 30 minutes, soit d'utiliser. Maintenant, même sur Le Bon Coin, vous avez des lunettes de luminothérapie BR ou des choses comme ça qui coûtent peut-être 200 ou 300 balles neufs, mais vous pouvez les trouver à 50, 60, 80 euros d'occasion. Vous avez le soleil, hein, grosso modo. Moi, maintenant, j'ai changé. Moi, je travaille toujours proche d'une fenêtre. J'essaye de m'exposer le maximum au soleil. Dès qu'il y a un rayon du soleil, bon, moi, j'ai la chance dans le sud voilà, d'avoir quand même pas mal de soleil. Mais je sors direct, je vais marcher au soleil. Voilà, je fais le maximum de soleil possible et j'ai une excellente lumière rouge, infrarouge, LED rouge. Donc, c'est ça, c'est clair qu'elle m'a coûté plus de 200 euros. Mais tous les soirs, maintenant, je fais une séance. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de hyper, hyper important pour moi. Et dans chaque consultation, ça y passe, quoi. Luminothérapie. Alors, Christelle, du coup, ton protocole tryptophane, un dîner léger et taux cohérence cardiaque, petit déjeuner protéiné, pas mal. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Marche, lumière rouge, ouais, luminothérapie. Sur quelqu'un d'insomniaque, luminothérapie. Glutamine, valériane, alimentation, riz, banane, top. Cheryl, tout ce qui a été dit, limiter les écrans, ouais, faire des activités plus douces, respecter le cycle circadien, un petit déjeuner de qualité, dîner plus léger, pas trop tard, exposition à la lumière au réveil. Complètement Eva, ça recommence. chérie. Goût dans l'après-midi. Eva, on ne t'entend pas, Eva. Enfin, on ne t'entend plus. C'est la sérotonine et la mélatonine, super. Luminothérapie, phyto, relaxante, diffuse d'huile essentielle, musique douce et relaxation, super. Tout dépend du problème d'insomnie chez mon micro. Je crois qu'en fait, Le son. attendez plus. Ouais, je suis en train. Je suis en train de me connecter. 2 secondes. Est-ce que cherchez la code avant tout? Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, bon, super. Du coup, je voulais répondre à, je ne sais plus qui, Céline, tout dépend du problème d'insomnie. Non. Oui, on va toujours chercher la cause de la cause. Mais concrètement, un problème d'insomnie, très souvent, c'est un problème de neurotransmetteur qui est là, où la personne va plus sécréter assez de mélatonine pour dormir. Après, il peut y avoir différentes causes, comme des traumas, des problèmes, voilà,
au niveau humeur, etc. Mais très souvent, moi, ce que j'ai pu observer en cabinet, c'est une hygiène de vie et un rythme circadien complètement désynchronisé qui fait que la personne va avoir un problème d'insomnie. Linda, exposition aux lumières du soleil dès le lever, carrément. Virginie, couper les écrans, huile essentielle, massage, carrément. Barbara, luminothérapie, exposition à la lumière du jour, contact avec la nature, carrément, contact avec la nature, ça aussi c'est quelque chose pour les neurotransmetteurs. Il y a une étude récente qui a montré que le meilleur moyen pour lutter contre le jet lag, quand vous partez par exemple, je sais pas moi, au Japon ou à Los Angeles, où vous avez énormément de traversées de fuseaux horaires, c'est de vous mettre le plus rapidement en contact avec la Terre. C'est d'aller marcher pieds nus et en fait, le corps va de suite resynchroniser en fait son horloge biologique par rapport au fuseau horaire où vous êtes. C'est quand même quelque chose de fou en fait. Je trouve la puissance du corps, de l'horloge interne, etc. Petit déjeuner protéiné, protéines à chaque repas, cohérence cardiaque, relaxation, carrément. Ça aussi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup en cabinet. Les personnes, aujourd'hui, avec l'écologie, se tournent très souvent vers le végétarisme, sauf qu'ils équilibrent mal leur végétarisme, ils consomment plus assez de protéines et se causent en fait des carences en acides aminés, sauf que les acides aminés sont des précurseurs de beaucoup de neurotransmetteurs derrière. Oxana, sauna ou bain chaud avec des HE, lavande, avant d'aller au lit, ça relaxe à fond, créer une routine de sommeil, c'est l'essentiel, complètement. Pareil, le fait de s'inscrire dans une routine, c'est quelque chose de hyper important pour les neurotransmetteurs du cerveau. Faire les mêmes actions le matin et le soir permet vraiment que le cerveau se dise, bon, ben là, je sécrète ça, etc. Faire l'amour aussi, on l'oublie. On l'oublie aussi, mais pareil, les neurotransmetteurs permettent concrètement d'agir sur votre libido. C'est via la sécrétion de dopamine et de sérotonine que derrière, vous avez une libido qui est normale. J'ai oublié vitamine du groupe B, B12, B9, magnésium marin. Alors, magnésium marin, je ne le conseille pas parce que c'est un magnésium qui est assez peu biodisponible et qui va être métabolisé par votre organisme. Donc, du coup, je me tourne plus vers une forme bisclignatée. Et très dernièrement, il y a eu une étude scientifique aussi sur le magnésium théorate, donc qui est une forme de magnésium qui est très peu connue, qui est un magnésium hautement conseillé vers les personnes qui ont des troubles psychiques, notamment insomnie. Le tréonate, pardon, pas tréoate. Pratiquer le qigong en extérieur le matin et si possible pieds nus lorsque le temps le permet, totalement. Barbara, j'ai appris à mes dépens, ex-végétarienne qui a dû faire marche arrière par question de santé. Et oui, il y a vraiment énormément de troubles qui s'installent lors d'une installation du végétarisme, soit parce que le végétarisme est mal équilibré, soit parce que aussi pas tous les organismes sont adaptables à un régime végétarien. L'ashwagandha aussi peut être intéressante, complètement. Alors, du coup, en cas d'insomnie, moi, ce que je conseille, photothérapie, bon, ça, vous avez compris maintenant. Hein, moi, c'est une luminothérapie à mort, à mort, à mort. Donc, minimum 30 minutes de lumière blanche le matin, 30 minutes de lumière rouge le soir. Et je vais vraiment l'inviter à avoir une routine d'hygiène de lumière, donc à mettre en place des LED rouges pour le soir, à peut-être acheter les lunettes avec un filtre rouge, etc., etc. Pareil, on évite à mort tout ce qui peut être lumière bleue des écrans. Je mets en place une supplémentation en mélatonine, toujours sur une insomnie. Ça va permettre un petit peu de pallier au problème le temps d'eux, en sachant qu'en France, on a une réglementation, enfin je crois que c'est en Europe, une réglementation de maximum 1,9 mg de mélatonine, mais sachez qu'aux États-Unis, on peut trouver des compléments qui vont jusqu'à 30 mg de mélatonine.
Moi, j'ai accompagné dernièrement une personne qui avait un psychotrauma, donc un très très lourd trauma, qui depuis des années prenait des somnifères et on a fait en synergie avec son médecin qui lui préparait des préparations magistrales de mélatonine à, je crois qu'il lui faisait 20 mg de mélatonine et on a réussi à arrêter complètement sa dépendance aux somnifères avec une mélatonine de préparation magistrale à, je ne sais plus si c'était 10 ou 20 mg, je crois que c'était 20 milligrammes parce que ça me paraissait complètement hallucinant. Et parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les somnifères coupent la puissance. En fait, comme c'est un sommeil artificiel, au bout de quelques années, le corps a arrêté en fait, de sécréter de la mélatonine. La mélatonine, en sachant que c'est un très puissant antioxydant. Vous pouvez prendre également du GABA, la glycine aussi, qui va être un précurseur de la mélatonine et de neurotransmetteurs comme la glutamine, comme le GABA, etc., etc. La mélisse, la passiflore et le tilleul sont des précurseurs de GABA. Au niveau de l'hygiène alimentaire, on va très souvent voir une recommandation d'aliments tryptophane. Oui, ça permet de sécréter mieux de la sérotonine, mais on oublie la glutamine et les aliments riches en glutamine. On va éviter les excitants, on va aller vers une alimentation hypotoxique, on va faire de l'exercice physique ou si on ne fait pas d'exercice physique, on fait du brossage à sec. On fait de la gestion émotionnelle via les fleurs de bac, l'EFT, on fait de la cohérence cardiaque, tout ce qui peut stimuler le nerf vague. Voilà. Sophrologie. Au niveau du GABA, moi j'aime bien Vital Plus, Solgar, Pure Encapsulation. Vous avez quoi d'autre comme laboratoire intéressant? Il y a Lorica. Vous avez, voilà, c'est déjà pas mal. Oligo-éléments, le lithium agit sur le terrain et plus efficace que la mélatonine. Alors oui et non. Moi, ce que j'aime bien par la mélatonine, c'est qu'on va vraiment supplémenter le neurotransmetteur du sommeil et parfois le lithium va pas aider enfin, chez certaines personnes, ils vont vraiment avoir du mal à faire la conversion de neurotransmetteurs vers la mélatonine. Donc moi, j'aime bien vraiment la supplémentation en mélatonine. Et pour les cures de combien de temps en mélatonine, on va au minimum à 3 à 6 mois. Une supplémentation de juste un mois, c'est largement insuffisant généralement sur une insomnie. Et généralement, je commence à 2 mg ou si la personne elle a vraiment des gros soucis, je lui dis allez voir votre médecin et discutez avec lui pour faire une préparation magistrale de mélatonine hautement dosée à 5, 10, 15, 20 mg selon ce que le médecin préconise. Et on va faire, donc par exemple, le premier mois à 10 mg, le deuxième mois à 8 mg, le troisième mois à 5 mg, le quatrième mois à 3 mg et cinquième mois à 2 mg, puis 1 mg pendant 2 mois, etc. Et très souvent, vous allez avoir des personnes qui vont dire « J'ai testé la mélatonine, mais ça ne marche pas chez moi. » Oui, mais en fait, elle n'était pas assez dosée. Prendre juste 1 mg de mélatonine, ça ne va pas aider. Et prendre 1 mg de mélatonine pendant 3 semaines, ça ne va pas aider non plus. Et en plus de ça, quel complément alimentaire vous avez? Est-ce qu'il y avait une synergie aussi? Est-ce qu'il y avait une hygiène de vie qui était adaptée? Parce que si vous prenez de la mélatonine sans vous exposer au soleil, sans avoir une hygiène alimentaire, une hygiène physique derrière, ça ne va pas aider en fait. Alors, généralement, s'il y a alors, très souvent, il y a aussi cette mauvaise idée que s'il y a une difficulté à l'endormissement, ça fait que, parce qu'on croit que la mélatonine n'est que pour l'endormissement. S'il n'y a pas assez de mélatonine, il va y avoir des réveils nocturnes. Donc, très souvent, si une personne prend de la mélatonine, ça va l'aider à l'endormissement, mais s'il y a des réveils nocturnes derrière, c'est qu'il n'y a pas assez de mélatonine de base. Donc, on augmente la mélatonine de base, ça va permettre qu'il n'y ait pas de réveil nocturne. S'il y a des réveils nocturnes, c'est que généralement, il y a des problèmes digestifs et il y a des problèmes de neurotransmetteurs, soit trop de cortisol et donc du coup, la personne va sécréter en fait du cortisol en trop grand nombre dans sa nuit et donc du coup, elle va avoir des réveils nocturnes. Donc on va aller vers de la luminothérapie, on va aller vers de l'hygiène de vie, on va essayer de voir quel neurotransmetteur défaille en fait à la base, mais généralement c'est ça en fait qui bug.
comment s'utilise la glycine? On peut faire une infusion de mélisse avec une cuillère à café de glycine le soir, le combo magnésium plus glycine 0 minutes avant de se coucher. La glycine, moi je prends celle de chez NutriPure qui se trouve en format poudre. Donc, je crois que NutriPure, il conseille 10 mg de glycine, mais moi, généralement, sincèrement, une cuillère à café, ce qui fait à peu près entre 3 et 5 mg, ça suffit largement. Dans l'infusion le soir, c'est un super conseil, ou dans un verre d'eau, selon les personnes. Ça a un petit léger effet sédatif, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien de le prendre au moment du coucher, donc carrément dans le lit. Et magnésium plus glycine avant de se coucher, c'est top. Magnésium bioassimilable. Moi, j'aime bien pour la glycine et le magnésium, la marque NutriPure ou Yam Nutrition. Alors, le lever chaque nuit plusieurs fois pour vider la vessie casse le rythme du sommeil. Y a-t-il un manque de mélatonine? Non, généralement, c'est un manque de vasopressine. La vasopressine, c'est également un neurotransmetteur qui permet, en fait, quand on a assez de vasopressine, le corps va naturellement couper l'envie de faire pipi. Et donc, du coup, on va pas avoir envie de faire pipi la nuit. Donc, du coup, une personne, en fait, qui manque de vasopressine va avoir ce réveil nocturne dans la nuit. C'est un neurotransmetteur, donc la vasopressine. Donc, pour stimuler la vasopressine, buvez encore plus d'eau. Si vous faites pipi la nuit, c'est que vous buvez généralement pas assez d'eau. Et il y a également un effet au niveau des sucres. Je sais que les personnes qui consomment beaucoup de sucre peuvent avoir une diminution de la vasopressine. Il y a également un lien avec le diabète et l'insuline, je crois. Et voilà, je crois qu'il y avait un autre truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Ça reviendra peut-être. Mais généralement, c'est pas un manque de mélatonine. C'est vraiment un manque de vasopressine. Il y a un petit hack pour limiter les réveils pipi, c'est de manger un petit peu de sel le soir. Oui, parce que le fait de manger un petit peu de sel, ça va permettre d'aider l'eau à rester dans le corps, en fait. C'est des électrolytes et donc du coup, meilleure hydratation. Donc s'il y a meilleure hydratation, il y a plus de vasopressine et donc du coup, moins de pipi. En combien de temps on peut régler le problème? Un client qui a fait la fête et l'alcool pendant des années, bonne hygiène de vie, maintenant mais insomnie à répétition. C'est un petit peu long, hein, je dirais au moins minimum 3 mois. J'ai dû comprendre que c'est plutôt la valentonine. Je ne sais plus si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est elle qui est à l'origine de l'insomnie et non la mélatonine. Il y a 3 hormones au niveau du cerveau et que la mélatonine, elle sert de détox du cerveau à la nuit. Que peux-tu me dire à propos de cette autre hormone? Alors, valentonine, elle est un petit peu controversée parce qu'elle a été découverte vraiment très récemment, donc je crois il y a 2-3 ans par un chercheur. Euh, et apparemment, la mélatonine serait un précurseur de la valentonine. Concrètement, il n'y a pas de complément de valentonine possible en fait qui existe actuellement. Donc c'est assez flou encore par rapport à la valentonine. Ça sera peut-être dans quelques années, ça s'éclaircira en fait. Ça fait la rétention d'eau qui se dédie direct le matin en buvant de l'eau. Complètement, Barbara. Pour les réveils la nuit pour uriner, tu dis que c'était parce qu'on ne s'hydrate pas assez. Peux-tu réexpliquer s'il te plaît? En fait, c'est la vasopressine. La vasopressine, c'est un neurotransmetteur qu'on sécrète la nuit qui va couper en fait cette envie de faire pipi. Donc, quand on a envie de faire pipi la nuit, c'est qu'on n'a pas assez de vasopressine. Pour stimuler cette vasopressine, il faut bien s'hydrater. Donc, comme le dit Barbara, il faut consommer une eau plus riche en électrolytes. Donc, soit chez NutriPure, par exemple, ils font des électrolytes à ajouter dans votre eau, ou rajouter un petit peu de sel dans votre eau le soir, par exemple, ou boire plus d'eau, en fait. C'est peut-être parce que vous vous hydratez pas assez. Voilà.
Donc, pour le livre, c'est 100% cerveau du docteur Baverman, qui est disponible chez les éditions Thierry Soucard. Le docteur Baverman, c'est un neurologue, si je ne dis pas de bêtises, américain, qui a fait le plus d'études scientifiques ces 20 dernières années sur les neurotransmetteurs et l'impact au niveau de notre organisme. Il a mis au point énormément de choses. La vasopressine ne coupe pas la soif, j'ai vu ça quelque part. Si, ça coupe la soif. En fait, ça coupe la soif, ça coupe l'envie de faire pipi. Pareil, les personnes qui vont se réveiller la nuit avec beaucoup l'envie de boire, mais généralement, c'est problème de vasopressine. Il est vraiment très bien ce livre. Oui, il est top. Bourgeon pilier aussi pour réguler les neurotransmetteurs et en plus action sur les intestins. Ouais, mais parfois, c'est pas suffisant. Après, en fait, c'est un tout. Si vous prenez par exemple que de la mélatonine pour les problématiques de sommeil, forcément que ça ne va pas faire effet. Si vous prenez que du GABA pour telle problématique, forcément que ça ne va pas faire effet. Il faut une hygiène de vie quotidienne qui va aider en fait à se sentir mieux. Si vous avez envie de faire plus d'études de cas, j'ai mon programme Mastermind Supervision qui va être en promotion pour cette semaine. Donc, aujourd'hui du 3 mars jusqu'au 10 mars inclus. Le programme est donc pour la dernière fois de sa vie et de son existence au tarif de 290 €. Après, il augmente à 490 €. Donc, vous avez 14 études de cas. Chaque mois, on se retrouve en live pour discuter ensemble d'une étude de cas, pour mettre en place, pour voir un petit peu tout ce que vous pouvez mettre en place pour une pathologie, ce qui vous permet d'avoir des protocoles, en fait. C'est vraiment là pour améliorer vos connaissances en naturopathie. On peut voir un petit peu tout ce que vous n'avez pas vu dans vos écoles de naturopathie. Et comme on est un groupe de naturopathes qui viennent de différentes écoles, ça permet de confronter nos idées, ce qui vous permet de booster votre efficacité dans vos consultations et de développer votre cabinet au niveau supérieur, de vous sentir beaucoup plus à l'aise en consultation. Je suis également disponible pour qu'on discute des protocoles ensemble si vous avez besoin de conseils, etc. On est vraiment un groupe de naturopathes qui est là pour s'entraider, pour se superviser. On fait un échange, on a un groupe WhatsApp ensemble et on vient discuter, papoter. Donc voilà, vous avez ce programme disponible sur mon site et première fois que je fais ça, je vous fais l'offre satisfait ou remboursé au bout de 2 mois. Donc si vraiment le programme ne vous plaît pas, que vous ne trouvez pas votre compte, je vous rembourse le programme dans 2 mois. Mais voilà, je suis tellement contente de ce groupe, de cette énergie qu'on a créée ensemble. Tous les mois, on se retrouve en live, on discute, on papote des études de cas, des cas que vous avez pu avoir en cabinet, du développement de vos cabinets, comment ça se passe pour vous. Donc voilà. Du coup, je suis disponible pour vos questions. Alors, Émilie, est-ce que tu connais des mini-formations en micronutrition, macronutrition? Non. Je sais qu'il y a l'école Oreca, formation à Aix-en-Provence, qui fait beaucoup de formations en micronutrition. Il y a l'école Hippocratus aussi, qui fait des formations en micronutrition. Mais après, j'en connais pas trop d'autres. Micronutrition, Aptimea, formation en autonomie de qualité. Ah, mais je connais pas. Aptimea. Émilie, je pense te rejoindre pour ta formation. Je les ai toutes faites. Émilie, c'est vrai que tu as fait tous mes programmes, toutes mes masterclass, tu as tout fait avec moi. Tu as fait la prépa, c'est au top. Je sais qu'Hippocratus, elle est assez réputée. Ça fait quelques années, en fait, quand même, qu'elle est là. Et je crois que tu peux la financer par ton Pôle emploi. Pas ton Pôle emploi, ton CPF, pardon. Si c'est toujours d'actualité, tu peux faire Hypocrite, oui, j'en entends beaucoup. Hippocratus. Surtout qu'Hippocratus, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est reconnue par la Fédération des pharmaciens.
Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? Je suis au Canada, donc j'ai 6 heures de moins que la France. Alors pour les lives, on le fait souvent le dimanche à 15 heures. J'essaye souvent d'alterner avec un dimanche à 15 heures, un soir de semaine, un midi, et de le faire parfois un soir de semaine le soir à 20 heures pour que ça convienne à tout le monde. On essaye voilà, de toujours essayer d'alterner en fait au niveau des lives. Et après, de toute façon, tous les replays sont disponibles. Donc si tu ne peux pas participer au live pour X ou Y raison, tu as le replay. France Travail maintenant, oui, c'est vrai que Pôle emploi a changé de nom. Alors, Hippocrates, j'y suis pour la micronutrition et l'alimentation thérapeutique, ils sont bien. Ah, super. Pour ce programme, les études de cas se font comme on le souhaite, pas d'horaire ou de jour particulier. Voilà, en fait, quand vous rentrez dans le programme, vous avez les 14 modules d'entrée. Les 14 modules sont composés d'un PDF et d'une vidéo, donc tu peux les travailler à ton rythme de ton côté. Tu peux m'envoyer tes études de cas que tu as fait. Donc, dans chaque module, tu as une étude de cas. Moi, je te corrige derrière et tu le fais vraiment à ton rythme. Moi, c'est ce que je voulais parce qu'il y a autant des mères de famille, il y a autant des personnes qui sont en train de se lancer et qui ont beaucoup plus de temps. Je voulais pas quelque chose de rythmé avec un module par semaine ou quoi. Si tu peux faire les 14 modules en un mois, fais les 14 modules en un mois. Si tu peux faire les 14 modules en un an, tu fais les 14 modules en un an. À partir du moment où tu as accès à ce programme, tu as accès aux modules à vie. Donc voilà, tu peux les faire quand tu le souhaites, comme tu le souhaites. Il n'y a pas d'urgence, pas de nécessité. Tu peux même aller piocher dans les modules si, par exemple, tu ouvres ton cabinet, que demain, tu as une personne qui te consulte pour telle pathologie, que c'est le module 13, tu n'es pas obligé de faire les 13 modules avant. Tu peux aller piocher ce module directement. Oksana, je suis aux USA et ça marche très bien. Oui, c'est vrai que tu es aux USA. Je crois que tu es dans le programme supervision, Oksana. C'est vrai que tu es aux USA. On a une personne aux États-Unis, on a une personne en Grèce, on a une personne en Australie, une personne en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a Sadia qui est en Côte d'Ivoire. On a des personnes du monde entier, c'est vraiment ouf. Je suis en cours de formation naturo chez Synergie, je devrais être certifiée cet été. Est-ce que c'est pas trop tôt pour moi la masterclass, surtout que je travaille aussi à temps plein à côté? C'est à toi de voir, Mode. Je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi actuellement en cours de cursus, qui vont finir leur cursus là ou qui l'ont fini. C'est vraiment à toi. Je ne sais pas trop quoi te dire. Après, dans tous les cas, tu as accès à la formation à vie. Donc, si tu peux la travailler que cet été, tu la travailleras que cet été. Si tu as quelque temps pour la travailler là actuellement, tu peux la travailler là actuellement. C'est à toi de voir. Émilie, moi, je suis là depuis 4 ans. C'est vrai. Émilie, pareil. Émilie, il y a 2 Émilie. Elles sont là depuis 2020. Elles ont fait tous mes programmes. Les prépas, les masterclass, etc. Elles me suivent. Je travaille à côté, donc pas facile de trouver du temps. C'est ça, c'est pour ça que aussi je voulais quelque chose qui soit en autonomie et avec un rendez-vous par mois où on a vraiment ce moment où on le fait dans des horaires, le dimanche, le soir, etc. Euh, voilà. Christophe, quels sont les thèmes abordés dans les modules? Est-il possible d'avoir quelques exemples? Oui, on a quelques exemples. Je vous montre mon site, comme ça au moins. Hop, vous avez en détail les 14 modules. Voilà. Module 1, le stress. Module 2, fatigue chronique. Module 3, troubles du sommeil et de l'insomnie. Module 4, eczéma, psoriasis. Module 5, migraine. Module 6, le terrain allergique. Module 7, les troubles articulaires, l'arthrose et l'ostéoporose. Module 8, ménopause. Module 9, burn-out. Module 10, cystite et infection urinaire. Module 11, maladie auto-immune. Module 12, perte de poids. Module 13, les problèmes digestifs et tout ce qui est maladie intestinale. Et module 14, SPM. Là, je ne sais plus quand c'est la prochaine date de la supervision, mais on va faire ensemble une consultation numéro 2, parce que c'est vrai qu'en école de naturopathie, vous avez beaucoup vu et vous vous êtes beaucoup entraîné sur une première consultation, mais pas vraiment sur une deuxième consultation. Donc du coup, là, on va faire ensemble une consultation de Marina. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ma masterclass d'une consultation filmée. Donc c'était il y a 2 ans en arrière quand même, où je faisais une
consultation avec Marina. Et là, en fait, on va faire la consultation numéro 2 de Marina, donc là, au mois de mars. Et, le mois prochain, pardon, au mois d'avril, on fait les troubles articulaires, l'arthrose et l'ostéoporose. Et là, d'ici juin, j'aimerais développer tout un module un petit peu récap sur les choses importantes à faire en cabinet parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à être en train de vous lancer ou à vouloir vous lancer, mais à pas savoir comment ça s'organise au niveau administratif, comment faire pour développer votre cabinet, comment vous faire connaître, les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais bien développer un module à ce niveau-là. Voilà. C'est un programme qui va évoluer aussi dans le temps. Chérie, je dois vous laisser, j'ai un cours sur le système immunitaire qui m'attend. Ah, super important le système immunitaire. Après, je sais que là, aujourd'hui, on a vu beaucoup, beaucoup d'informations sur les neurotransmetteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions plus tard, parce que parfois, il faut que ça décante un petit peu. Il faut, voilà, quelques jours, quelques semaines avant voilà, de se poser à ce niveau-là. Marie-Line, je commence au premier asile. Ton installation? Karine, j'ai eu mon diplôme de naturopathie en août et je me sens pas prête à ouvrir mon cabinet. Pourquoi tu te sens pas prête? Est-ce qu'il y a un problème de légitimité ou est-ce que c'est que tu sais pas comment faire en fait? Moi, je voulais aussi construire ce programme parce que moi, quand j'ai commencé mon cabinet, ben, j'étais toute seule en fait. Ok, super, quand on est étudiant en naturopathie, on se retrouve on fait les consultations, on fait les études de cas, on est accompagné par nos professeurs, mais en fait, quand on est pour la première fois en cabinet, on se retrouve tout seul. Et moi, j'avais envie, ben, par exemple, d'envoyer mon protocole à mes professeurs pour qu'ils me corrigent, et c'était pas possible, ou d'envoyer mon protocole à des naturopathes expérimentés pour qu'ils me disent est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, est-ce que tu vois un gros point, est-ce que, etc. Et c'était pas possible à l'époque. En fait, c'était en 2017, ça n'existait pas. Et j'étais vraiment toute seule en cabinet. Et voilà, avec le programme, il y a cette possibilité. Moi, je suis là pour vous. Je suis vraiment là pour vous accompagner. Donc, s'il y a le moindre souci ou quoi, là, je sais que vous êtes plusieurs étudiants du programme. Enfin, j'aime pas dire étudiants, mais personnes qui suivent le programme ici, moi, voilà, si vous avez le moindre souci, à chaque fois, je vous dis, on se cale un petit coup de téléphone entre deux, on s'appelle, vous avez une consultation, voilà, le soir, on s'appelle 15 minutes, on débriefe la consultation, on voit quel protocole on peut mettre en place, etc., etc. Moi, je veux vraiment vous offrir et vous proposer mais ce que j'ai pas eu et ce qui m'a manqué, en fait, dans des moments d'incertitude où je me suis retrouvée ben, toute seule, quoi. Merci Linda, merci de ta participation. N'hésite pas si tu as des questions. Et ah ben non, j'allais dire on se voit bientôt, mais non. Mais si tu reviens à Synergie à l'île sur la Soie ou si tu passes dans le coin, tu me tiens au courant. Et envoie-moi tes retraites au Maroc. J'en ferai la pub sur les réseaux dès que c'est OP. Linda, elle va développer des retraites au Maroc, ça va être pépite, je vous le dis. Merci Laure. Pour les personnes qui nous regardent en replay, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous tous pour ce moment d'échange. J'espère que ça a été instructif pour vous. Bonne fin de journée à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye.